Bonjour à tous. Bienvenue ici pour cette rencontre dans le cadre du livre sur la place ici à Nancy. Cette rencontre dominicale, voilà, le festival est en train de s'achever doucement et nous avons encore un très beau programme avec les 4 auteurs ici présents, à savoir Philippe Vasset. Philippe Vasset, bonjour. Vous venez de faire paraître en cette rentrée La Légende, un futur roman culte, forcément, pardonnez le jeu de mots. À vos côtés, Jean-Baptiste Delamo, avec Ce règne animal, primé, s'il vous plaît, par le prix des libraires de Nancy, cette année en partenariat avec Le Point. De l'autre côté, la représentante du sexe féminin ici à cette table, à savoir Karine Thuil, avec ce gros volume très ambitieux, L'insouciance aux éditions Gallimard. Et enfin, tout au bout, Foi de la Rouille, avec ce 20 combats que tu livres au monde. Avec nos invités, nous allons évoquer notamment nos illusions, nos croyances et cette violence faite au monde. Et évidemment, tous ces éléments qui peuvent prendre bien des traits, parfois assez inattendus ou qu'on sous-estime parfois. Voilà, petite précision technique pour les besoins pragmatiques de l'organisation du festival. Nous arrêterons cette rencontre aux alentours, grosso modo, de 16h50. Pour une raison toute bête, c'est que pour les auteurs ici présents, il y a quand même un minimum de temps de dédicace. Enfin, si vous voulez acquérir leurs ouvrages et que vous ayez envie d'avoir une petite signature, bah voilà, on garde ces quelques minutes et donc nous abrégeons cette rencontre. Voilà, ces paramètres matériels étant dit. Et aussi, là encore, pas de questions, en tout cas en public. Si vous voulez poser des questions à nos invités ou même à d'autres, vous pourrez le faire tout à fait sur le stand là-bas, sous cette grande tente. Alors, on va commencer avec vous, Jean-Baptiste Delamo, avec Ce règne animal, primé par les libraires de Nancy et par Le Point. Si je devais présenter votre roman, Jean-Baptiste, je dirais que c'est un roman cochon. Ça peut surprendre. Mais pourquoi je vous pose cette question, à votre avis ? Parce que justement, vous nous plongez dans le monde de l'élevage porcin. C'est un univers qu'on méconnaît et qui est le prétexte à cette grande fable et ce roman d'une grande ambition au style absolument remarquable à mon humble avis. Qu'est-ce qui vous fascine chez les cochons, Jean-Baptiste Delamo ? C'est une longue histoire, mon affection pour les cochons, qui remonte à l'enfance et qui, je crois, est liée au fait que le cochon, parmi tous les animaux de la ferme, est probablement le plus mal aimé, bien qu'on sache aujourd'hui, et notamment avec l'évolution des recherches en sciences biologiques et en éthologie, que c'est l'animal dont nous sommes très proches parmi les animaux de ferme, j'entends. On partage 95% de notre ADN avec le cochon, ce qui n'est pas rien. Et donc ce qui m'intéressait, parce que la manière dont vous introduisez ce livre, cher Baptiste... c'est une galéjade. Oui, voilà. Ce qui m'intéressait surtout, c'était de déployer sur un siècle l'évolution d'une petite exploitation fermière du sud-ouest de la France, mais avant tout de raconter une saga familiale à travers ce siècle et de mettre en miroir la façon dont cette famille va évoluer et devenir de plus en plus dysfonctionnelle à mesure qu'une forme de violence ancestrale va se transmettre de génération en génération, et donc de mettre en miroir de cette évolution celle aussi d'un élevage traditionnel à un élevage industriel qui finira effectivement dans une porcherie. Je crois qu'à l'origine de ce roman, Jean-Baptiste, il y a eu pour vous la découverte et la visite d'une ferme industrielle, comme on dit. Oui, en tout cas, c'est une des origines, une des premières images du livre. Ça a été la visite d'un élevage porcin industriel et la plongée au petit matin dans un de ces bâtiments d'engraissage et de voir ces centaines d'animaux qui se jetaient les uns sur les autres pour accéder à une portion de nourriture. Leur regard si présent. Voilà, ça m'a laissé à la fois des impressions visuelles, mais aussi très sensitives, olfactives notamment, qui sont souvent revenues et qui ont conduit à l'écriture d'une des premières scènes du livre. Aussi, parmi les sources de ce règne animal, quel beau titre à vrai dire, bref, il y a un souvenir enfantin, je crois, c'est votre première rencontre avec un cochon. Oui, alors j'ai grandi dans le sud-ouest de la France où se déroule Règne animal, bien que c'était dans les années 80 et donc c'était une zone en cours d'urbanisation.
il y avait quand même des petits éleveurs qui gardaient encore quelques animaux de ferme, et notamment, il y avait des gens près de chez moi qui élevaient un cochon fermier, donc un animal assez imposant qui vivait dans une soue plongée dans l'obscurité en permanence, et qui sortait de temps en temps ce cochon dans la cour de la ferme pour qu'il se dégourdisse un peu les pattes. Et enfant, j'avais été très marqué par à la fois la puissance de cet animal et ce lien très étrange que les éleveurs entretenaient avec lui. Cet animal qu'on battait pour le faire retourner dans la soue. Il me semblait qu'il se jouait là quelque chose de l'ordre d'une forme de violence primitive, en fait, dans le rapport avec cette bête. Alors justement, en quoi notre rapport au cochon, tel qu'il est évoqué dans le livre, est révélateur peut-être de la violence humaine, plus générale? Je crois que dans l'histoire de l'émancipation de toutes les minorités qui ont été exploitées, la parole a eu un rôle très important. Vient toujours un moment dans l'histoire où les minorités peuvent elles-mêmes porter leur message, et c'est au moment auquel elles s'en emparent qu'elles parviennent à se faire entendre. Or, pour les animaux, on le sait très bien, Elisabeth Fontenay a parlé du silence des bêtes. Alors on sait aujourd'hui que les animaux et de nombreuses espèces ont des langages relativement complexes, mais ce sont des langages pour nous qui restent très obscurs et impénétrables. Les animaux, en tout cas, ne sont pas capables de porter un message d'émancipation. Or, je pense qu'en questionnant véritablement notre rapport avec l'animal et en repensant ce lien-là, il ne s'agit pas de retrouver un lien qu'on aurait perdu, mais plutôt de réfléchir cette question sous un jour nouveau et de repenser des droits fondamentaux pour les animaux. Je pense que par extension, on s'attaquerait à toutes les formes d'asservissement de l'homme sur des minorités. Jean-Baptiste Delamot, une des curiosités de votre roman, c'est sa structure qui est très particulière, puisque vous nous plongez dans cette ferme, disons, à la fin du 19e, jusqu'à un petit peu après la Première Guerre mondiale. Ensuite, il y a un grand blanc, et vous nous plongez dans les années 80. Pourquoi avez-vous choisi de construire le roman de cette manière? Parce que c'est très troublant et aussi très fort pour le lecteur. Il y avait deux enjeux narratifs. D'abord, rompre avec une forme de classicisme qui peut être celle de la saga familiale sur tout un siècle. Et de choisir cette ellipse, ça permettait à la fois de donner deux visions assez différentes, mais qui se répondent aussi avec un jeu de miroir, de manière à ce que les deux premières parties, qui se passent au début du XXe siècle, et la troisième et la quatrième partie, qui se passent dans les années 80, puissent s'éclairer l'une l'autre sous un jour nouveau. Alors, on aurait pu imaginer, au vu du sujet, de se retrouver face à, je dirais, une sorte de roman à thèse, prenant défense pour la cause des animaux, un roman très militant pour le régime vegan, par exemple. Or, même si vous, encore une fois, vous assumez cet élément dans votre vie, il ne s'agit en aucun cas d'un roman à thèse ou d'un roman dit à message. Non, pas du tout. Ça reste une fiction, c'est un roman, ce n'est pas un texte prosélyte, ce n'est pas un roman à thèse. Je crois que la littérature est aussi politique lorsqu'elle garde cet espace de flou, cette zone d'inconfort, et qu'elle laisse le lecteur libre de se faire son propre jugement et qu'elle ne lui impose pas de prêt-à-penser. Et c'est ce qui m'intéressait dans ce texte-là, de passer par le prisme de la fiction pour suggérer des questionnements. Jean-Baptiste, aussi, ce qui est marquant à la lecture de Règne animal, c'est votre style, avec des phrases volontiers virtuoses, des mots assez rares, beaucoup d'adjectifs et une vraie flamboyance hors de toutes les modes. Mais d'où vous vient ce goût, encore une fois, presque hors de toutes les modes, d'où il vous vient ce style si particulier? Mais je ne sais pas, sans doute de mes affinités de lecteur, des livres qui m'ont construit, qui m'ont accompagné. Et puis je crois aussi qu'on peut aujourd'hui tout à fait écrire des textes qui soient contemporains, tout en ayant un souci de la langue, une envie de s'approcher d'une forme de souffle, en tout cas poétique. Je pense que ce n'est pas du tout incompatible. Enfin, pour terminer encore une fois ce bref entretien, j'aimerais vous demander, Jean-Baptiste, comment vont John et Simone?
Vous allez comprendre. Merci pour le, le clin d'œil. John et Simone, ce sont mes deux cochons de compagnie. Donc Baptiste sait que j'ai cette petite étrangeté-là. Des cochons de compagnie. Mais ils vont très bien. Et puis voilà, ce que j'ai essayé de vous expliquer un petit peu tout à l'heure. Mais c'est aussi le contact avec ces animaux qui m'a fait comprendre à quel point ils étaient doués d'une sensibilité, d'une personnalité propre. Et voilà, qui ont accompagné, sont deux petits personnages qui ont accompagné ce livre. Alors Jean-Baptiste, vous avez un point commun avec Karine Thuil, c'est que tous les deux, vous êtes sur la première liste du prix Goncourt, vous êtes donc concurrents en quelque sorte. Mais qu'est-ce que la concurrence dans un contexte est-ce que celui-ci? Non. Vous êtes amis. Non seulement on est amis, et en plus, je voudrais juste dire que je suis ravie de faire cette table ronde parce que je suis avec des auteurs, et je le dis en toute sincérité, dont j'aime énormément le travail. C'est un beau plateau. Certains que je connais, et je connais aussi le travail de Philippe et Jean-Baptiste, donc c'est un très grand plaisir, un très grand honneur d'être parmi eux. Alors Karine, encore une fois, vous aussi, vous signez un livre très ambitieux en cette rentrée, L'insouciance, plusieurs années de travail, comme Jean-Baptiste. Qu'on présente souvent, et je pense que c'est assez juste, comme une sorte de gros roman à l'américaine, avec beaucoup de trames, beaucoup de personnages, avec un rythme assez haletant, et qui tente de saisir quelque chose du monde contemporain. Alors, cette insouciance, elle passe par des personnages. Alors, quels sont les principaux protagonistes de votre roman, Karine ? Alors c'est vrai qu'on me dit que c'est un roman à l'américaine. Alors pour moi c'est un roman très français, en tout cas qui veut raconter la société française, mais c'est vrai, c'est ce qu'on me dit très souvent, parce que j'ai voulu qu'il y ait une certaine ampleur romanesque avec beaucoup de personnages et des actions particulières. Alors effectivement, il y a 3-4 personnages principaux. Le premier, Romain Roller, est un lieutenant qui revient d'Afghanistan et qui a perdu plusieurs de ses hommes au cours d'une embuscade. Et c'est un homme dévasté qui revient de la guerre. Et au cours du SAS de fin de mission, qui est un SAS de décompression qui a lieu à Paphos, dans un hôtel 5 étoiles, il a une liaison avec une jeune femme qui est reporter, qu'il a connue sur le terrain, qui s'appelle Marion Decker. Et d'emblée, cette histoire prend une place très importante dans sa vie. Et au cours de ce SAS, il retrouve aussi un ancien ami à lui, qui est un des personnages aussi importants du livre, qui s'appelle Osman Diboula, qui est un conseiller du président de la République, un homme qui était un ancien animateur social dans les banlieues à Clichy-sous-Bois, et notamment au lendemain des émeutes de 2005, un fils d'immigrés ivoiriens. Et cet homme, lui, est là pour écrire un rapport sur le SAS de fin de mission. Il vient d'être évincé du pouvoir à la suite d'une altercation avec un conseiller du président, et ces personnages se retrouvent. Ce que va découvrir Romain assez vite, c'est que la femme avec laquelle il vient d'avoir une liaison, Marion Decker, est l'épouse d'un homme d'affaires franco-américain très influent qui s'appelle François Velli. Et cet homme va être impliqué dans un scandale racial à Paris. Et ce scandale va entraîner tous ses protagonistes dans une épopée romanesque. Alors Karine Thuil, en lisant votre roman, on a peut-être un mauvais réflexe, mais de se dire, elle a quand même peut-être quelques modèles qu'on peut vaguement reconnaître sur certains personnages, non ? Alors c'est vrai que c'est un livre, pour écrire ce livre, j'ai rencontré des soldats, des conseillers politiques, donc certains croient reconnaître effectivement... François Velli ressemble beaucoup à quelqu'un qui a déjà fait un sujet de roman, enfin... Alors, en fait, disons que pour expliquer un peu la jeunesse du livre, pendant 3 ans, j'avais écrit des portraits de personnalités du monde économique pour Enjeux Les Échos. Donc, je dirais que François Velli, c'est un peu le produit de tous les grands patrons que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Donc, il y a un peu de Xavier Niel, un peu de beaucoup de grands patrons, mais pas un en particulier. Ce qui m'intéressait dans ce livre, c'était de mettre en parallèle différents univers et de raconter aussi les systèmes claniques dans notre société, donc les sphères de pouvoir, le pouvoir politique, puisqu'on est dans les cabinets de l'Élysée, le pouvoir économique aussi à travers l'ascension et la chute de ce grand patron, et aussi de découvrir aussi ce monde qu'on connaît mal en France, il me semble, qui est le monde militaire, à travers la destinée de ce lieutenant de l'armée française et aussi des personnages qui gravitent autour de lui, notamment un ancien ami d'enfance qui lui est revenu tétraplégique d'Afghanistan.
Moi, j'aime beaucoup le personnage d'Osman Diboula, qui est un personnage absolument essentiel, qui a connu le pouvoir, qui est monté au pouvoir en tant que, je mets d'énormes guillemets, caution diversité, et qui a été abandonné assez lâchement et cruellement par celui-ci, et qui ressasse ce passé, et sans trop en dire sur le livre. Quelles ont été les inspirations pour ce personnage qui est particulièrement réussi ? Alors en fait, pour ceux qui connaissent un peu mon travail, et notamment mon dernier livre, L'invention de nos vies, j'avais envie... Vous aviez d'ailleurs présenté ici. Voilà, l'insouciance, c'est un peu dans la continuité. C'est-à-dire, j'avais envie aussi de poursuivre sur ce travail, notamment sur la représentation des minorités dans les sphères de pouvoir, et notamment un sujet qui me semble là aussi méconnu en France, c'est la condition noire en France. La difficulté pour certains d'accéder à des postes de responsabilité, et quand ils y parviennent, ce sentiment de ne pas être légitime, sentiment bien sûr transmis par d'autres. Et il est en couple avec une jeune femme qui est métisse et qui, elle, est un pur produit de l'élite française, normalienne, diplômée de l'école des Chartes. Et ce couple un peu, qu'ils appellent les Obama à la française, va évoluer dans les sphères élyséennes, et on va retrouver toutes les dimensions de pouvoir et aussi la dimension affective, c'est-à-dire on va voir ce couple se déliter aussi au contact du pouvoir. Alors Karine Thuil, comme je le disais, on a véritablement un modèle vraiment à l'américaine, en ce sens où vous avez beaucoup d'intrigues qui se superposent et avec un rythme assez saisissant. Là, je m'adresse vraiment à la romancière en tant qu'artisan du genre. Comment on fait pour articuler toutes ces histoires dans un roman sans qu'on s'ennuie et pour que on ne soit jamais largué en tant que lecteur? Alors, vous n'allez sans doute pas me croire, mais je pense que les autres écrivains penseront comme moi. Il y a quand même un mystère de l'écriture. C'est-à-dire, quand j'ai commencé un livre, j'ai absolument pas d'ambition particulière. Au départ, je voulais vraiment raconter les effets intimes de la guerre et parler de l'épreuve dans un livre. La survenue d'une épreuve dans une vie et comment on rebondit après une épreuve, le point de rupture. Et puis, peu à peu, les personnages se sont dessinés. Et moi, j'ai toujours l'impression qu'un roman, c'est un peu comme un puzzle. On a différentes pièces dont on ne connaît pas spécialement l'origine, qui semblent nous être presque apportées par notre vécu, nos intérêts communs. Et puis, peu à peu, on essaye de trouver un lien entre toutes ces pièces. Et on est parfois étonné soi-même par l'issue. C'est assez étrange, hein, mais il y a le processus de réflexion, mais il y a aussi un processus extrêmement mystérieux. Et après, j'arrive à trouver des liens entre les personnages, parce que j'aime beaucoup effectivement que les histoires s'entrecroisent, et puis raconter aussi à travers mes romans quelque chose de la société. Et là, j'avais aussi envie de raconter la question de la violence. En fait, on est dans une société de plus en plus brutale, extrêmement compétitive. Il me semblait que cette violence sociale contaminait toutes les sphères de la société, y compris la sphère intime. Et j'avais envie de raconter cela dans un roman. Karine Thuil, pourquoi l'insouciance, ou plus exactement, pourquoi ce titre? Que signifie-t-il? Il manque pas d'ironie au vu de votre discours jusqu'alors. C'est un titre qui s'est imposé en 2015. C'était une année, comme vous le savez, qui a été marquée par de très nombreux attentats. Et il y avait une phrase qui revenait souvent dans la bouche des gens, c'était nous avons perdu notre insouciance. Et c'est un mot que je trouvais très chargé, un très beau mot, un mot à la fois poétique et en même temps qui a une charge de gravité assez forte. Et il s'est imposé naturellement, même si effectivement il est un peu trompeur, parce qu'en réalité c'est un livre sur la fin de l'insouciance. Justement, c'est toute l'ironie de ce titre, et ce qui fait aussi la beauté de votre ouvrage. On en revient toujours au titre. Vous, c'est presque une sorte de programme et de résumé de l'ouvrage de votre dernier roman, ce vain combat que tu livres au monde, Foi de la Rouille, aux éditions Julliard. Quel est ce vain combat ? D'abord, cette phrase, je l'ai piquée chez Kafka. Donc, s'il faut piquer, autant piquer chez les grands. Parce que dans le journal de Kafka, il y a cette phrase extraordinaire qui dit dans le combat que te mène le monde, dans ce combat incessant que te mène le monde, choisis résolument le côté du monde. C'est un peu paradoxal comme phrase, je trouvais ça assez extraordinaire. Et ici, il y a donc un vain combat qui est celui qui refuse la vie. Donc la couverture le dit bien, qui est dans les couleurs froides, qui est vers la mort, qui est le jeune garçon qui va se radicaliser. C'est l'histoire d'une radicalisation. Et puis là, les couleurs chaudes, c'est ceux qui restent dans ce monde, qui restent dans ce monde, dans la tendresse, dans l'insouciance, peut-être, dans l'amour, qui sont là. Et ce que je dis, c'est que ce combat que lui mène au monde, comme d'autres, comme tous ceux qui cherchent la mort, qui se radicalisent, qui
nous entraînent aussi dans leur folie, ce combat est totalement vain. Et que, tant qu'à faire, autant choisir la vie. D'ailleurs, ce sont les derniers mots du roman, c'est les deux jeunes femmes qui trinquent, et les derniers mots, c'est « à la vie ». Mais justement, au départ, on n'imagine pas que votre héros ait un profil à se radicaliser. On n'y pense pas spontanément. C'est très curieux, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que c'était en fait impossible, que ça ne pouvait pas exister. Or, c'est basé sur une histoire réelle. Donc ça existe. Et donc effectivement au départ c'est un jeune un informaticien, un ingénieur brillant qui travaille chez Dassault Systèmes, qui est d'origine marocaine mais qui est devenu français, mais totalement français. Il commence par trinquer le premier chapitre au café à Paris. Ils sont en train de trinquer au bon vin, lui et son ami. Mais il travaille sur un sujet, sur un programme, et lorsque le programme est accepté par le ministère de la Défense en France, il y a les Américains dans le coup, etc. Son directeur lui dit « Bon, tu travailles à partir de maintenant sur autre chose, parce que ton nom a été biffé de la liste, il y a eu un screening, comme on dit, et tu peux pas, parce qu'il s'appelle quand même Ali Boudherbala. Il a beau trinquer au Bourgogne, ou meilleur Bourgogne, il continue de s'appeler Ali Boudherbala. D'ailleurs, il aurait dû changer de nom, il s'appelait Alain Baudouin ou quelque chose comme ça. Mais bref, il s'appelle... Bon, alors il y a deux possibilités à ce moment-là. Soit il accepte ça, bon, le monde n'est pas juste, et il peut passer à autre chose. Il est brillant, il est informaticien, il peut faire un autre projet, on lui propose d'ailleurs de le faire. Au lieu de ça, il se cabre. Il démissionne sur un coup de tête, il s'enfonce dans une espèce de dépression, et c'est à ce moment-là qu'arrive son cousin l'islamiste, Brahim, qui l'oriente petit à petit vers la mosquée, vers le processus de radicalisation, et il finit à Raqqa, en fait. Il finit là. Et effectivement, beaucoup de gens m'ont dit ça n'existe pas, c'est impossible. Je le répète, ce sont des histoires vraies, et en particulier, c'est basé sur une histoire vraie. Il y a aussi un personnage féminin qui est essentiel, qui vient en contrepoint. Alors, il y a deux personnages féminins, je ne sais pas lequel vous a tapé dans l'œil. A priori. Non, parce qu'il y a Claire, il y a la française Claire qui représente mon point de vue, qui est le point de vue de l'agnostique, de l'amoureux de la vie, qui rejette absolument tous les fondamentalismes, tous les totalitarismes. Qui est vraiment le contrepoint, pour le coup. Je suis Claire. D'ailleurs, je suis blonde, comme vous pouvez le voir sur la couverture. Voilà. Claire, c'est moi. Mais comme, il y a aussi comme Malika. Le disait Flaubert, Madame Bovary, c'est moi. Ouais, moi, Claire, c'est moi. Mais il y a aussi le personnage de Malika, qui, elle, est française, qui a grandi ici, d'origine maghrébine, qui est la petite amie au départ de Ali, mais qui dit très lucidement, certes, ce n'est pas l'idéal, nous ne vivons pas dans une société idéale, mais à tout prendre, je préfère vivre en tant que femme, je préfère vivre en France, en Europe, que n'importe où dans le monde. Je prends. Et c'est le point de rupture qu'il y aura avec Ali. Alors, Fouad Laroui, vous nous avez évoqué, encore une fois, la réalité, en tout cas le point de départ de votre roman. Comment vous êtes tombé dessus? C'était un fait divers, quelques lignes de presse, une chose que vous avez entendue? Alors, c'est plus douloureux que ça. C'est en fait un neveu à moi qui a fait cela. Et le plus extraordinaire, c'était un neveu mixte. C'est-à-dire c'était de père français, de père marocain, pardon, comme moi, et de mère française. Et qui parlait d'ailleurs pas un mot d'arabe. Qui s'est retrouvé dans ces histoires affolantes de radicalisation et qui un jour téléphone, après avoir disparu pendant un bout de temps, téléphone à mon cousin et lui fait ses adieux. Parce qu'il faut faire ses adieux à sa famille avant de se faire exploser là-bas. Enfin, donc c'est quelque chose d'assez proche. Mais le point de départ, d'ailleurs, ce n'était pas vraiment cette anecdote. Cette anecdote, elle est venue pour illustrer un propos. J'ai écrit un livre sur, ou plutôt contre l'islamisme, chez Robert Laffont, et ça s'appelle vraiment de l'islamisme, une réfutation personnelle du totalitarisme religieux. Mais c'est un essai, et c'est un essai très dense. Et du coup, après 10 ans, après une réimpression, je me suis dit, je vais en faire un roman avec cette histoire. C'est plus efficace. Un essai, c'est quand même... Bon, c'est assez lourd. Le roman, on peut voyager avec les personnages, on peut s'attacher aux personnages, on peut être d'accord, on peut devenir Claire, ce que j'espère tout lecteur devrait aimer Claire en particulier, ou bien Malika. Et donc, c'est un roman à thèse. Hein. Donc là, on est bien obligé, parce qu'on vit dans un monde où il faut quand même intervenir, je suppose quand même, il faut essayer d'intervenir dans la marche de ce monde qui est en train soit de devenir fou, soit de nous rendre fous. Comment dire, Fouad Laroui, si encore une fois vous cherchez à décortiquer ces paramètres et cette plongée de votre héros, néanmoins vous n'oubliez pas non plus de le singulariser et de montrer. Et il ne s'agit pas là encore, comme je disais de Jean-Baptiste, un roman à thèse. Vous n'oubliez pas ces paramètres personnels. Ce n'est pas un cliché à proprement parler. C'est délicat, c'est très délicat parce que il y a des gens qui m'ont reproché dans ma maison d'édition très amicalement, parce qu'on a des discussions très amicales, justement d'être trop dans le roman à thèse, parce que ça alterne. Il y a un chapitre qui raconte une histoire avec des personnages, et puis il y a toujours un chapitre qui vient comme ça en contrepoint, qui parle d'un moment de l'histoire du XXe siècle.
Donc dans il y a Saïd Picot, il y a la guerre, il y a Suez 1956, il y a Nasser, il y a tout ça qui vient en contrepoint. Et alors, on dit peut-être à tort, j'en sais rien, à tort ou à raison, que le lecteur n'aime pas ça. Alors il paraît qu'il existe un lecteur que tout le monde connaît. Enfin, le lecteur n'aime pas trop ça. Il aime bien lire une histoire et pas qu'on vienne l'embêter avec tout un exposé sur les accords Saïx-Picot, sur Balfour, sur 67, 73, sur l'ayatollah qui prend le pouvoir. Il paraît que le lecteur n'aime pas ça. Bon, eh ben j'ai tenu bon. Je me suis fâché avec personne. Et donc, ça fait effectivement, j'essaie de singulariser le personnage, de raconter une histoire dans les chapitres impairs, mais dans les chapitres pairs, il y a quand même l'histoire avec un grand H qui prend le dessus. Vous avez anticipé ma prochaine question, à savoir la structure très, très particulière de ce roman, qui, encore une fois, a quand même une nature, j'allais dire, d'essai, document informatif, puisqu'aussi vous nous apprenez, enfin moi j'ai appris beaucoup de choses. Vous avez aussi ce côté très pédagogique de nous apprendre beaucoup de choses sur tout un pan d'histoire et de culture. Des formations professionnelles. Je suis professeur à l'université. Ouais, j'ai mes élèves, j'adore enseigner. Vraiment, je le dis sans aucune démagogie. Quand au bout de 2 ou 3 heures de cours, j'ai l'impression que mes élèves ont presque des étoiles dans les yeux parce qu'ils ont appris quelque chose, que ce soit en épistémologie, en littérature, en histoire. Ma journée est accomplie d'une certaine façon. J'adore ça. Et parfois, ça tourne à la cuistrerie. Je dois dire, parfois, ils disent, oh, c'est lourd ton bouquin, qu'est-ce que c'est? On n'a pas besoin de savoir la taille exacte de Nasser. Bon, très bien, mais je l'assume. Je pense que, en tant que lecteur, c'est ce que j'apprécie. J'adore les livres où je m'amuse, il faut qu'il y ait un plaisir de lecture, mais où j'apprends. Alors, par exemple, même dans un livre où on parle beaucoup de cochons, qui est sorti très récemment, il se trouve que j'ai appris énormément de choses que j'ignorais. Si un jour je me lance dans la culture, on dit ça, l'élevage plutôt. L'élevage du cochon, j'aurais appris beaucoup de choses grâce à lui. Est-ce qu'on écrit aussi un roman tel que celui-ci, surtout au vu de son titre, pour s'adresser aussi à des personnes qui pourraient être potentiellement tentées par cette soif du mal d'une certaine manière? Oui, alors c'est pour ça que j'ai fait la danse du ventre devant tous les jurés du prix Goncourt, tous sans exception, en leur disant je vais être sur la liste de rentrée, pas pour avoir le prix, je n'aurai jamais le prix, mais parce que la liste de rentrée du prix Goncourt permet de rencontrer les lycéens. Et c'est ça l'intérêt de la grande liste. Je l'ai fait 2 fois, en 2010-2014. Et donc j'ai fait la tournée des lycées pour le prix Goncourt des lycéens. Et ça, c'est une expérience. Je l'ai fait d'ailleurs une fois avec toi, Karine. Et ça, c'est une expérience extraordinaire. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai écrit. Je me disais, si jamais je suis dans cette liste de rentrée, tout le monde en rêve, si je suis dans cette liste, au moins j'irai dans les lycées de France. Et pour les petits Français, en particulier d'origine maghrébine, par exemple, j'ai un discours solide. Et si j'arrive à en convaincre 1, 2, 3 de rester français, agnostique, républicain, etc., j'aurais atteint mon objectif. Donc effectivement, il y a ça aussi. Fouad Laroui, par ailleurs, je rappelle que vous avez obtenu le prix Goncourt de la Nouvelle il y a quelques années. Donc oui. Le jury, vous avez aussi sacré, voilà. Oui, mais attends, il y a le prix Goncourt, il y a le prix Goncourt de la Nouvelle. Voilà. Bref. En tout cas, découvrez absolument ce livre, vraiment à la fois un vrai roman et en même temps une œuvre voilà, très instructive et, enfin, voilà, et avec un beau potentiel documentaire, Ce 20 combats que tu livres au monde de Fouad Laroui. Et enfin, la question religieuse aussi va être au cœur du roman de Philippe Vassé. Déjà, j'ai vraiment de la chance parce que j'ai 4 titres assez formidables. La légende, ça manque quand même pas d'ironie. Je veux dire, un titre tel que celui-ci, Philippe Vassé. Mais... Pourquoi ? Enfin, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc c'est un livre sur la sainteté, sujet qui a déchaîné un torrent d'enthousiasme chez mon éditrice quand je lui ai dit je vais écrire un livre sur la sainteté. Le moins que l'on puisse dire, c'est que voilà, ça va pas. Mais c'est un livre en fait sur la fabrication du légendaire aujourd'hui. La sainteté, c'est à mon sens le seul rival d'Hollywood. Si vous regardez, au début de la semaine a été canonisée Mère Teresa. Si vous regardez comment ça se passe, une canonisation, moi je vois que le lancement d'un Harry Potter ou d'un Star Wars pour rivaliser avec ça. Il y a des rassemblements partout dans le monde, il y a une biblioterie infinie, il y a des files d'attente non pas devant les cinémas mais devant les églises. C'est la même chose en fait, et j'avais envie d'aller voir en fait comment on fabrique cette légende mondiale, quels étaient en fait les artisans. Il y a eu énormément de livres sur Hollywood et sur comment se fabriquent les films et la solitude des scénaristes, etc. Et moi je voulais aller voir les scénaristes du religieux en fait.
Les scénaristes du religieux. La formule est quand même... Mais objectivement, c'est vraiment ça. Alors, c'est une institution peu connue, donc, qui s'appelle la Congrégation pour la cause des saints, qui est... et pour moi, ça fonctionne exactement comme un studio de production. En fait, c'est d'ailleurs conçu comme un studio de production. Ça ne veut pas dire que les histoires qu'on y conçoit et qu'on y élabore sont forcément fausses, mais on est dans la fabrication du légendaire, exactement comme les scénaristes de Star Wars étaient dans la fabrication du légendaire, ce qu'ils sont arrivés à faire. Donc voilà, c'est une plongée dans cet univers-là. Le moins que l'on puisse dire est qu'il est mal connu. Le moins que l'on puisse dire aussi, c'est qu'il n'est pas très difficile à pénétrer. La première fois, donc, j'avais la chance d'être à Rome pendant 1 an, donc du coup j'avais la possibilité de fréquenter tout ce monde-là, et assez stupidement, la première semaine où je suis arrivé à Rome, je suis allé sonner en fait à la Congrégation pour la cause des saints. Je me suis dit bonjour, voilà, je suis écrivain, machin, etc. La réception n'a pas été d'une cordialité infinie, et en fait je me suis rendu compte que c'était une institution extrêmement fermée. Alors j'ose le mot, assez paranoïaque, parce que en fait la sainteté, exactement comme le lancement de films à grand spectacle, ça représente des enjeux politiques et financiers déments. Donc c'est des gens qui sont soumis à des pressions infinies, qui travaillent dans une solitude incroyable. Enfin, quand j'ai réussi à les approcher, à discuter avec eux, ce qui m'explique comment ça fonctionnait, etc., c'est vous passez une soirée dans un monastère dans la banlieue de Rome avec quelqu'un qui a fait la légende de Jean-Paul II, et qui est tout seul dans sa salle à manger et qui vous raconte des histoires d'une voix chevrotante. Enfin, c'est assez vertigineux. Mais Philippe, vous nous faites découvrir ce milieu à travers un personnage d'ancien prêtre revenu au civil et qui a aujourd'hui une fonction qui est différente en quelque sorte. En fait, la solitude absolue dans laquelle travaillent ces fonctionnaires, l'ampleur des sujets qu'ils sont obligés de brasser est extrêmement lourde, et il y en a pas mal qui craquent en fait. Et donc mon personnage est un de ces fonctionnaires de la sainteté qui a craqué, qui a totalement dévissé, qui a été défroqué, et qui a vraiment, oui, une trajectoire de dissolution et de déchéance. Alors, pour lui, qu'est-ce qui fait un bon saint ? Alors, c'est une question. Hein, non, c'est une vraie question. De bons critères, une hiérarchie entre les saints. En fait, en gros, au sein de la Congrégation pour la cause des saints, je réalise que ça a de surréaliste d'expliquer le fonctionnement de la Congrégation pour la cause des saints, même si j'en étais familier. Mais en gros, il y a 2 camps. Il y a des gens qui pensent que la sainteté doit être exemplaire, en fait. Et donc, en fait, le saint doit proposer un programme de vie qu'on imite. Et il y a d'autres gens qui ont tendance à plus regarder vers le passé, vers la contre-réforme, vers le moment où la sainteté à la Renaissance devient flamboyante, et qui ont plutôt tendance à penser le saint comme un personnage de rupture, un personnage excessif, presque kitsch, en fait, et qui va être beaucoup moins quelqu'un qu'on imite que quelqu'un qui va éclairer un pan du réel de son espèce de flamboyance. Et mon personnage appartient clairement à cette deuxième catégorie. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de saints assez, je dirais, flamboyants ou voire un peu kitsch ? Si vous ouvrez la Légende dorée, donc la Légende dorée, c'est ce livre qui date d'ailleurs de la Renaissance, qui est construit comme un calendrier. Donc vous avez les dates et puis l'histoire du saint du jour. Et la Légende dorée s'en est remplie. Vous avez la première mammoplastie dans la Légende dorée, c'est Sainte Agathe, qui est une martyre à qui on coupe les seins. Et Saint-Pierre arrive et reconstitue sa poitrine. Voilà. Mais vous en avez énormément. Moi, une de mes préférées, c'est Marie de l'Assomption, qui est une tourangelle
qui rentre dans les ordres assez tard, et elle a un enfant. Et pour rentrer dans les ordres, elle l'abandonne, en fait. Et comme c'est une femme qui vient d'une classe assez peu favorisée, elle n'a pas la possibilité qu'ont eu les grandes saintes féminines contemporaines qui, elles aussi, avaient des enfants, Jeanne de Chantal, etc., de les placer dans des familles auprès de nourrices. Donc elle l'abandonne. Et en fait, son fils tourne autour du couvent avec une bande d'enfants comme lui, d'orphelins, et essaye de rentrer dans le couvent et de perturber les messes pour rappeler sa mère. Et sa mère refuse de l'entendre et ensuite part au Québec évangéliser les Hurons. La perversité de cette histoire, qui en comporte de nombreuses couches, c'est que c'est précisément à ce fils qu'elle a... Marie l'Assomption a été une mystique assez flamboyante. Elle a eu plein de révélations, d'apparitions, etc. Une vie très passionnelle et assez érotique avec le Christ. Et c'est à ce fils qu'elle a abandonné, qu'elle le raconte dans des lettres qu'elle lui envoie de son fort canadien assiégé par les Hurons, et qui sont... parmi les plus beaux textes érotiques que j'ai jamais lus, quoi. Donc c'est une sainte particulièrement flamboyante. Alors derrière cette anecdote, et voilà, vous allez découvrir des histoires assez étonnantes dans cet ouvrage qui est vraiment un vrai roman avec d'autres enjeux. Philippe Basset, moi, ce qui me trouble beaucoup en lisant la légende, au-delà de cette question des saints, c'est que vous pointez du doigt la question de notre rapport à la fiction, aussi bien celle du créateur par rapport à la manière qu'il a de raconter une histoire, que nous, notre rapport, notre croyance envers l'histoire que l'on nous raconte. L'idée du livre, c'était de rester justement à dans ce basculement, en fait, entre réel et fiction, le moment où la fiction se précipite au sens chimique. Et l'idée, c'était aussi d'opposer à cette fabrique de saints très institutionnelle, très bureaucratique, mobilisant d'énormes sommes d'argent, mobilisant énormément de gens, de se poser la question, qu'est-ce que c'est que le légendaire aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est que le légendaire pour nous, en fait ? Et d'essayer d'aller trouver dans le réel des personnages dont la vie, dont certaines caractéristiques aurait pu, 200 ans auparavant, être raconté de manière mystique et de manière sainte. Donc je suis allé chercher des personnages très 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 en marge de la société, dans des univers où finalement l'écrit n'existe pas, où les histoires se perpétuent oralement, par histoires répétées, recoupées, racontées, modifiées, etc. Donc il y a l'histoire d'un chef de camp rome, qui est celui qui a inventé une technique de consolidation de terrain qui permet de construire des camps sur les talus d'autoroute sans que les camps s'éboulent. Mais il y a aussi un tagger fou, il y a une histoire qui se passe dans le monde des rencontres érotiques nocturnes. Donc des univers très en marge, très fermés, où les histoires se perpétuent oralement. On a toujours l'impression que une histoire n'est qu'un détail entrevu dans un local très sombre, et qu'il y a toujours quelque chose en plus, en fait. Et l'idée, c'était vraiment d'opposer ces deux légendes et de voir comment elles conflagraient. D'une certaine façon, la légende ne serait... est-ce qu'avec la légende, on ne ferait pas face à une sorte de vie de saint, celle de votre héros, que vous auriez d'une certaine manière déifié, peut-être ? Alors, non. Parce que... mais, je sens le mais. Non, il n'y a pas de mais. Parce que je voulais surtout pas prendre comme héros quelqu'un qui aurait justement des caractéristiques de sainteté, parce que ce qui m'a... dans ces cas-là, ça veut dire que c'était moi l'hagiographe. Et je voulais que... L'hagiographe, c'est celui qui écrit la vie des saints. Je voulais que mon héros soit un technicien de fiction, pour mettre en scène, en fait, le tremblement entre celui qui essaye de raconter quelque chose qui échappe et celui qui est livré à une passion qui l'écrase
et dont il n'est pas capable d'exprimer la teneur ni le but. Parce qu'en fait, pour moi, la sainteté, c'est ça. C'est-à-dire que la sainteté n'existe que dans le récit qui en est fait, mais ce récit n'est jamais fait par le saint. La géographe est toujours le deuxième personnage de la sainteté, de la constitution de la sainteté. Il n'y a pas de sainteté sans récit, en fait. Et à telle enseigne que avant la création de cette énorme bureaucratie, la Congrégation pour la cause des saints, le récit valait canonisation. Saint François d'Assise est canonisé parce qu'on raconte sa vie dans un texte, et ce récit constitue en lui-même le dossier de canonisation, et on le canonise sur la base de ce récit. Et c'était ça qui m'intéressait, en fait. Donc, du coup, mon héros est hagiographe et cherche des saints. Voilà. Vous en saurez plus en lisant donc La légende de Philippe Vasset aux éditions Fayard. Vous allez pouvoir dédicacer votre ouvrage sur le stand de la librairie Didier. Jean-Baptiste Delamo, donc on pourra vous retrouver Règne animal, hein, donc publié chez Gallimard, sur le stand Hall du livre. Sur le même stand, dans le même lieu, vous pourrez aussi retrouver dans quelques instants Karine Thuil qui dédicacera L'insouciance aussi chez Gallimard, et enfin Foi de la Rouille et ce 20 combats que tu livres au monde, paru chez Julliard. Vous allez le signer dans quelques instants sur le stand de l'autre rive. Merci à tous et passez une très bonne fin de journée. Au revoir.